on peut y passer des heures à faire de la théorie sur une visite. Mais non, il faut aller sur le terrain. Il faut aller vraiment visiter en vrai. Et donc, faut en faire des dizaines de visites. À l'époque, j'avais trouvé ça très bien. Aujourd'hui, effectivement, je me rends compte de certaines peut-être erreurs que j'ai faites. Si vous attendez 6 mois, 1 an et demi, en fait, regardez ce que vous perdez en termes de loyer, en termes de valorisation de patrimoine, entre le moment où vous auriez fait maintenant l'investissement et le moment où vous le faites dans un an et demi, parce que peut-être que dans un an et demi, vous aurez un investissement qui sera un peu mieux, vous trouverez un peu mieux. Vous verrez que vous y perdez souvent sur la durée. Le temps, c'est de l'argent dans l'immobilier. Bienvenue sur Discutons Immo, un podcast qui s'adresse à tous ceux qui veulent en apprendre davantage en immobilier, débutants comme confirmés. Je suis Alex, passionné par le sujet de l'immobilier et investisseur. Je partage sur ce podcast, ainsi que sur le blog du même nom, les informations qui me semblent pertinentes et qui sont le fruit de mes propres interrogations, recherches ou encore découvertes. En perpétuel apprentissage dans ce domaine, mon but est de démystifier le monde de l'immobilier auprès du plus grand nombre. Pour ne rien rater, retrouvez-moi sur Instagram, Discutons Immo, le lien est disponible dans la description. Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, nous voilà déjà rendus à l'épisode 9 du podcast Discutons Immo. Le temps file à une vitesse assez incroyable, je vous remercie en tous les cas pour vos commentaires et vos messages de soutien et d'encouragement, surtout continuez. Faites-moi part de vos feedbacks, ça me permet d'améliorer le podcast d'épisode en épisode, tant sur la forme que sur le fond. Alors, l'épisode d'aujourd'hui est consacré à un témoignage. J'ai en effet le plaisir de recevoir Jean-Baptiste Demey. Jean-Baptiste est un jeune investisseur immobilier qui a déjà un beau parcours d'investisseur, puisque sa curiosité intellectuelle et les opportunités l'ont amené à acquérir un parc assez diversifié, tant en typologie de biens qu'en mode d'exploitation. On va le voir, c'est ce qu'il nous explique dans cet épisode. Qui plus est, Jean-Baptiste est aussi entrepreneur. En effet, fort de son expérience personnelle, Jean-Baptiste met désormais à profit son expérience et sa connaissance du marché immobilier au service des néo-investisseurs, puisqu'il a lancé sa société il y a maintenant 1 an et demi pour proposer un service d'investissement locatif clé en main. Allez, assez de blabla pour cette introduction, place à l'épisode avec Jean-Baptiste. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Alexandre. Écoute, je suis ravi aussi de pouvoir échanger avec toi sur mon parcours, et puis c'est un plaisir de surtout pouvoir partager avec nos auditeurs mon expérience effectivement. Alors j'ai 32 ans. Voilà, tu as révélé le l'âge. Je serais ravi de pouvoir donner tous les tips et astuces que j'ai pu découvrir durant mon parcours investisseur, qui n'est pas fini à 32 ans, qui va continuer, j'espère, le plus longtemps possible. Sans doute loin de là, en effet. Écoute, Jean-Baptiste, est-ce que pour commencer, tu peux simplement te présenter brièvement, peut-être qui tu es, ce que tu as fait un petit peu comme parcours avant d'arriver dans l'immobilier, et puis aussi peut-être nous dire un peu ce qui t'a amené finalement à faire aujourd'hui de l'immobilier et ce qui t'a mis un peu le pied à l'étrier. Avec plaisir. Donc je m'appelle Jean-Baptiste, j'ai 32 ans, je le répète. J'ai commencé, j'ai fait des études, je dirais, plutôt classiques, et qui n'avaient rien à voir avec l'immobilier. Je suis de formation ingénieur. Alors j'ai un double cursus en designer, donc je suis ingénieur designer de cursus. Et puis finalement j'ai commencé en fait à travailler dans le conseil, dans un cabinet en conseil en organisation et en stratégie d'entreprise pour des grands comptes. Donc c'est comme ça que j'ai commencé ma vie active. Mais en fait, dès que j'ai eu mon premier CDI et surtout ma période d'essai validée, en fait c'est là que j'ai commencé à investir. Donc c'est vrai que malgré mon âge de 32 ans, j'ai commencé dès que j'ai eu ce CDI. Donc ça fait maintenant quasiment 8 ans. Ça fait 8 ans que j'ai commencé à bosser. Et en fait, avant ça, on est en école. Pareil, on n'avait pas forcément de cours sur l'immobilier, sur tout ce qui était investissement, parce qu'en plus j'étais dans une filière ingénieur généraliste. Mais j'ai commencé à m'intéresser à ce moment-là, et comme j'avais un peu de temps aussi pour pouvoir étudier en autodidacte, en fait c'est là que tout a commencé. Pourquoi je me suis intéressé au monde de l'immobilier, je dirais largement. Ça remonte je pense qu'il y a 2 facteurs qui sont très personnels, qui m'ont en fait orienté là-dedans. Moi, le premier, c'est le côté, je pense, créatif. J'ai un grand-père qui était architecte, donc j'ai pu voir pas mal de ses réalisations, et puis c'est pour ça aussi que j'ai fait un double cursus en design.
Donc ça, ouais, c'est le côté très, comment dire, ouverture d'esprit, créatif et peut-être un peu moins cartésien que le côté ingénieur. Donc ça, c'est le premier axe. Et puis le deuxième axe, c'est d'une situation en fait personnelle quand j'étais petit que j'ai vécu. Hein. Tout simplement, mon père en fait s'est retrouvé au chômage pendant 3 ans, bien qu'il avait il avait tout pété, il était prédestiné à avoir, je dirais, une vie active sans encombre. Bon bah voilà, malheureusement il s'est passé cet événement et en fait ça m'a marqué parce que j'ai compris que c'était lui qui était un peu le pilier, en tout cas qui a assuré la sécurité financière du foyer, parce que ma mère ne travaillait pas à l'époque. Et en fait, quand ça s'est arrêté, alors du haut de mon jeune âge, hein, j'avais pas tout le recul que j'ai actuellement, mais ouais, j'ai senti qu'il y avait une problématique. Et quand je suis arrivé en études supérieures, en école, où on nous dit, voilà, ayez votre CDI, intégrez une entreprise et puis vous ferez votre carrière pour devenir peut-être un jour directeur, patron d'une entreprise. Et en fait, on nous disait que voilà, ça assure cette sécurité. C'était assez paradoxal avec ce que j'avais pu vivre. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit, une rentrée d'argent dans un foyer, en tout cas avec un unique revenu, c'était pas forcément ce qui était peut-être le plus sécuritaire. Et c'est pour ça que je me suis intéressé à d'autres effets de levier et dont l'immobilier. D'accord. Donc oui, l'objectif numéro 1, c'était de te dire, je ne compte pas que sur un salariat ou une entreprise, mais de pouvoir avoir des revenus complémentaires qui te permettent d'avoir une roue de secours Ouais, par la suite et pas se retrouver forcément peut-être dans la situation dans laquelle tu t'es retrouvé ta famille à une certaine époque, quoi. c'est exactement ça. En fait, c'était de se dire, comme voilà, avoir plusieurs cordes à son arc, hein, comme on dit. S'il y en a une qui saute, voilà, il y en a d'autres qui sont là et le temps qu'on la remette, on la répare, ça nous met moins en difficulté. Puis après, il y a un deuxième point qui est aussi, mais j'ai eu un peu plus on va dire, de maturité dans cette réflexion-là, c'était de se dire aussi, si on a plusieurs en fait sources de revenus, ça nous permet aussi de pouvoir, je dirais, avoir peut-être un peu plus d'indépendance, hein, peut-être un peu plus libre sur justement certaines sources, qui est notamment la première source qu'on connaît, celle du salariat. Notamment, c'est ça qui m'a permis effectivement après d'entreprendre. Donc c'est une évolution dans mon raisonnement qui s'est fait au fil du temps et qui va continuer à se faire, hein, en fonction que je vais découvrir de nouvelles opportunités. Et alors, ce premier investissement, finalement, en quoi il consistait? T'es parti sur quelque chose tout de suite d'assez ambitieux ou comme beaucoup, tu as commencé, on va dire, petit, entre guillemets, pour faire tes armes en immobilier? Alors, j'ai commencé, non, j'ai commencé petit parce que quand on commence, hein, et je pense que ça c'est pareil, faut pas avoir peur de le se dire, et surtout quand on est, moi ce que j'appelle maintenant quand on est néo-investisseur, quand c'est la première fois qu'on va investir, c'est pas quelque chose de simple, hein. On va pas acheter une baguette de pain puis si elle est pas bonne, on change de boulanger. Faire un investissement, c'est plusieurs milliers d'euros, dizaines de milliers d'euros. Puis souvent, voilà, on veut créer un effet de levier, donc on a un endettement derrière. Donc en général, on veut pas se foirer. Donc moi, j'ai commencé sur mon premier investissement, ça a été aux alentours de 150-160 000 euros. C'était sur Paris, le premier que j'ai fait. Donc ça, voilà, il y a un peu de temps, c'était assez intéressant. Et d'ailleurs, pour un me cacher, j'ai fait ça dans le 18e. Donc à l'époque, on me prenait un peu pour un fou, mais aujourd'hui, je dirais que c'est plutôt réussi. En fait, cet investissement, je l'ai vraiment pensé de sorte à ce qu'il ne me bloque pas pour les prochains. Et donc ça, c'est très important effectivement de dès le premier. Et je dirais que c'est toujours le premier qui va peut-être en fait vous donner votre ligne directrice sur votre capacité à investir ensuite. C'est qu'on peut très vite se bloquer sur le premier investissement. Le but étant que ce premier investissement, on va dire, s'autofinance au minimum. Donc ça peut être effectivement, c'est souvent assez compliqué de trouver ce genre d'investissement. Et c'est là toute la difficulté en fait de réaliser un bon investissement. Donc il y a plusieurs leviers qu'on va pouvoir voir ensemble par la suite. Mais mon premier investissement, voilà, mon objectif, c'était 150-160 000 euros et d'avoir quelque chose qui s'autofinance de sorte à ce que derrière je puisse continuer à réaliser d'autres investissements. Donc quand tu parles de blocage, tu peux parler de l'endettement auquel tu fais face pour pouvoir te permettre de par la suite continuer à t'endetter pour lever de la dette et éventuellement investir dans d'autres biens. C'est bien ça? Ou tu parlais de d'autres blocages éventuellement? Alors il y a ce premier blocage parce que les gens ne comprennent pas en fait que c'est souvent intéressant quand on investit, c'est de s'endetter pour investir. Donc ça c'est un point vraiment, c'est un des gros points de blocage et puis en fait ça crée toute une sorte de peur pour l'investisseur. Dans l'immobilier, tout simplement, il va se dire, bah oui, si mon locataire ne paye plus, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'en fait, on a une dette à rembourser derrière, donc c'est un des premiers points de blocage. Après, d'autres points de blocage qui peut y avoir, c'est ce que je rencontre souvent maintenant, c'est la notion de temps, parce que
quand j'ai commencé mon premier investissement, effectivement, j'ai sacrifié un peu de temps. Alors quand j'ai sacrifié un peu de temps, c'est que effectivement, j'ai pas passé, comment dire, mais j'ai quelques week-ends à sortir, etc. Je les ai pris, je les ai consacrés pour étudier, pour travailler justement ce premier investissement. Et il faut pas se dire, je le fais à fond pendant 2 semaines et puis dans 2 semaines ça sera terminé. C'est une certaine récurrence qu'il faut avoir. Souvent les gens commencent et puis en fait ils font une première, une deuxième visite, troisième visite, ça marche pas. Et ce qui est normal, parce que souvent c'est pas la première visite qu'on fait qui va fonctionner. Et les gens en fait se démotivent et vont arrêter au fur et à mesure. En tout cas vont passer de moins en moins de temps jusqu'à laisser, je dirais peut-être pourrir la situation et au final dire voilà en fait investir en immobilier c'est compliqué parce que j'ai pas le temps de le faire. Donc ça c'est le deuxième point de blocage. Après le troisième point de blocage que je rencontre aussi, c'est la notion de connaissance. Oui, parce qu'en fait, la connaissance derrière, ce que je mets toujours derrière la notion de connaissance, c'est le choix. En fait, c'est prendre une décision. C'est en face de nous, on va avoir des choix. On va pouvoir avoir 10 appartements sur lesquels on va se positionner. Et à un moment, il faut faire un choix. Et en fait, le choix, il est drivé par la connaissance qu'on a et de coup, pour ne pas faire d'erreur derrière. Et ça, c'est quelque chose qui, pareil, remet la peur sur le devant de la scène quand on veut commencer, en tout cas quand on fait un investissement locatif. C'est quelque chose qui est très ancré chez les non-investisseurs. Et toi, alors, au départ, comment tu t'as su t'y prendre? C'est que tu t'es formé d'une manière ou d'une autre, ou justement, familialement, tu disais que tu avais eu un grand-père architecte, tu as été accompagné par eux, ou comment tu t'y es mis toi-même? Alors, ouais, mais ça c'est vraiment, comment dire, c'est hyper intéressant comme question, Alexandre, parce que je pense que je donnerai un conseil que je pourrais donner quand on commence à investir. Je pense pas qu'il faille faire le warrior. Je pense qu'on commence tous par quelque chose. Il faut apprendre. En fait, pour apprendre, il faut s'aider d'autres personnes. Donc moi, je me suis entouré en fait de mon père, tout simplement. Et en fait, c'est avec lui que j'ai commencé à faire mon premier et mes premiers investissements. Pourquoi j'ai choisi mon père? C'est parce que alors c'est mon père et puis il s'y connaissait en immobilier. Et en fait, c'est une personne qui a acquis énormément de connaissances en immobilier. Donc lui, il est un peu plus âgé que moi, donc il avait beaucoup plus de connaissances à l'époque. Et donc en fait, il a mis au profit sa connaissance et on a mis, voilà, on a appliqué la connaissance qu'il m'a transmise, que moi j'avais appris aussi de mon côté pendant quelques temps, pour voilà aller dans le concret des choses. Et pareil, l'immobilier, il y a un moment donné où, encore une fois, un conseil que je peux donner, c'est on peut se former pendant des années, des années, mais ça ne veut pas dire qu'on va se lancer. Le premier pas pour y aller, c'est comment dire, il y a une marche, mais cette marche-là, elle est très compliquée à monter. Une fois que vous l'avez montée, alors là, vous ouvrez de nouvelles portes, de nouvelles opportunités. Et c'est cette marche-là qui est très compliquée à passer. Donc en fait, si je comprends bien, tu incites les gens à passer à l'action. Après, c'est de former un minimum, certes, mais voilà, on maîtrise jamais le sujet totalement. On fera face à des aléas, à des choses qu'on n'a jamais anticipées, à des nouveaux problèmes qu'il va falloir résoudre, mais pour lesquels on arrivera à trouver de l'information et des bonnes personnes au fur et à mesure, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. C'est en fait, faut quand on est dans un sujet, dans un domaine, évidemment, il faut savoir de quoi on parle. Mais particulièrement l'immobilier, ce que je dirais, c'est que plus vite vous allez sur le terrain, plus vite vous allez apprendre et vous allez apprendre les vraies choses, en fait, les vraies choses du terrain. C'est-à-dire que voilà, faire une formation, j'ai un exemple peut-être un peu caricatural, mais se former à faire une visite, non, ça oui, on peut y passer des heures à faire de la théorie sur une visite. Mais non, il faut aller sur le terrain. Faut aller vraiment visiter en vrai. Donc, faut en faire des dizaines de visites pour comprendre la chose. Et puis ça, je dirais que c'est un des points parmi plein d'autres à avoir en tête. Mais non, le terrain en immobilier, c'est le plus important. Vraiment, c'est le plus important. Et en plus de ça, c'est que la formation, aujourd'hui, on peut trouver vraiment l'essentiel. Enfin, ça, c'est un point de vue très personnel, mais on trouve l'essentiel, je dirais de manière gratuite ou offerte sur le net. Vous avez toute la connaissance en immobilier, tout ce qu'il faut savoir, les fondamentaux, c'est à disposition, je dirais, de manière offerte. Et après, le vrai truc, c'est d'aller sur le terrain. Et alors, si on revient un peu pour parler de ton parc immobilier que tu as eu l'occasion de développer petit à petit, on a parlé de ton premier bien dans le 18e. Tu nous as pas dit d'ailleurs, c'était quoi? C'était un appartement, j'imagine. Oui, c'était un studio. C'était un studio qui faisait qui fait une vingtaine de mètres carrés que j'avais récupéré complètement délabré, que j'ai retapé entièrement. Ça m'a aussi appris, voilà, comment faire des travaux. Alors, je sais que le premier, alors je l'ai toujours, d'ailleurs, ce bien-là, je l'ai toujours. Je sais que aujourd'hui, si je devais recommencer avec toute l'expérience que j'ai, je pense pas que je me serais positionné sur ce bien-là.
Mais comme je dis encore une fois, il fallait commencer, il fallait y aller. À l'époque, j'avais trouvé ça très bien. Aujourd'hui, effectivement, je me rends compte de certaines peut-être erreurs que j'ai faites, mais je l'ai toujours parce qu'il tourne et puis il me pose pas de problème, il est tranquille dans son coin et voilà, ça me fait de la pierre qui tourne. Et puis si on attend toujours la super bonne affaire, on peut l'attendre longtemps. Vaut mieux des affaires un peu moins mirobolantes, mais au moins on avance et on développe son parc. Ouais. Ah oui, alors ça c'est le pareil, c'est un des points d'orgue dans l'immobilier, c'est l'affaire du siècle par définition, elle arrive une fois tous les 100 ans. Donc là et encore une fois, si on regarde dans les chiffres, c'est si vous lancez, attention, faut pas partir sur des bouses, hein, mais si vous attendez 6 mois, un an et demi, en fait regardez ce que vous perdez en termes de loyer, en termes de valorisation de patrimoine, entre le moment où vous auriez fait maintenant l'investissement et le moment où vous le faites dans un an et demi, parce que peut-être que dans un an et demi, vous aurez un investissement qui sera un peu mieux, vous trouverez un peu mieux. Vous verrez que vous y perdez souvent sur la durée. Le temps, c'est de l'argent en immobilier. Et alors après ce premier appartement, donc studio sur le 18e, donc quoi tu t'es lancé par la suite? Parce que je crois que quand on a préparé un peu cette émission, tu m'as dit que tu avais pas mal testé différents modes d'exploitation, différents types de biens. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots un petit peu, qu'on dresse un panel sans rentrer peut-être dans tous les détails, mais de ce à quoi tu as été confronté, ce que tu as trouvé sympa peut-être parmi toutes les tentatives que tu as faites d'investissement? Alors effectivement, aujourd'hui dans mon patrimoine immobilier, en fait, j'ai tout, enfin, oui, je pense tous les types d'investissements. Alors moi, je me spécialise dans l'ancien tout de même. Hein, je fais pas d'investissement type Pinel ou avec d'autres lois. Je me focus dans l'ancien avec de la restauration, donc une partie travaux de plus ou moins grande ampleur. Mais avec l'ancien, on peut faire quand même beaucoup de choses. Hein. Donc effectivement, j'ai commencé par le fameux studio. Je suis passé par après T2. Je suis monté un peu plus haut sur des grandes surfaces pour les transformer en colocation. Sur les types d'exploitation, j'ai aussi ces studios-là, j'en mets certains en location touristique. Airbnb, il y en a d'autres, hein, mais voilà, donc tout ce genre de choses. Les grandes surfaces, effectivement, il y a des locations que je mets en nu et d'autres que je mets en colocation. Ça c'est pareil, ça dépend des zones, ça dépend du bien, il y a plein de choses qui me font effectivement choisir une typologie de location. Ça c'est important, c'est quand vous faites un investissement, pensez toujours à qui vous allez louer, parce que quand vous vous retrouvez à la fin avec votre investissement, qui est très beau, très neuf, et puis qu'au final c'est pas forcément le type de locataire que vous auriez souhaité, en fait ça peut un peu vous casser votre investissement. Donc ça, pensez dès le début en disant voilà, je fais cet investissement là, ça va être pour qui à la fin. C'est hyper important ça. Et puis après, j'ai fait aussi du parking, par exemple, et puis je suis monté après dans d'autres projets type immeuble de rapport. Il y en a où effectivement il y a des locaux commerciaux, d'autres il y en a pas, donc j'ai aussi du local commercial. Et je pense que ce qui m'a marqué le plus en fait, c'est qu'il y a des projets qui sont assez complexes en fait à mettre en place. Je prends par exemple la première coloc que j'ai faite, où on se pose beaucoup de questions. Est-ce que ça va être loué? Là, faut pas un locataire, il en faut plusieurs. Au final, voilà, on se pose beaucoup de questions. Et puis finalement, c'est des projets qui tournent relativement bien. Quand j'ai relativement bien, c'est qu'ils tournent tout seuls même. Enfin, il y a pas grand chose à faire, mis à part le changement de locataire. Et en revanche, il y a des projets qui m'ont paru assez simples à faire. Alors, peut-être que ceux qui vont nous écouter, il y en a qui vont dire, Lyon, il est gentil à dire ça, mais ouais, tout ce qui est immeuble de rapport, ça m'a paru assez simple à réaliser. Parce qu'au final, l'immeuble de rapport, c'est un type de projet qui est assez spécifique, dans le sens où ça s'adresse souvent qu'à des investisseurs. Donc il y a beaucoup moins d'investisseurs sur le marché que de personnes qui souhaitent acheter de manière générale. Parce qu'un immeuble de rapport, on n'achète pas sa résidence principale en immeuble de rapport. Donc en fait, on est déjà, il y a moins de concurrence. Alors qu'une colocation, par exemple, on est confronté alors avec des investisseurs, mais avec des familles. Donc il faut aller vite, donc c'est vrai que le projet est des fois plus complexe à mettre en œuvre, et puis il faut réagir, il faut prendre des décisions très rapidement. L'immeuble de rapport, des fois, on a beaucoup plus de temps. Donc en fait, c'est des projets qui me semblaient plus faciles. Et au final, c'est peut-être ces projets-là qui, dans la durée, dans le quotidien, sont des fois les plus complexes à gérer. Notamment par exemple les locaux commerciaux. C'est quelque chose qui demande finalement une certaine précision dans la gestion, plus en tout cas par rapport à d'autres types de biens que j'ai. Alors si je parle du parking par exemple, ça c'est quelque chose qui est très sympa, le parking. Il y a rien à faire. Vous avez en plus sont des petits loyers, des petits montants. Donc le risque est moindre, et puis il y a aucune dégradation possible ou même d'impayé possible, puisqu'en général une personne qui va
ou les voies de parking, c'est pour mettre une voiture, donc des fois une belle voiture, donc la personne entre guillemets a les moyens, donc il y a pas de problème. Donc ouais, en fait, je remarque que des projets en attente qui me paraissaient faciles sont effectivement dans le quotidien peut-être un peu plus complexes à gérer que d'autres auxquels je ne m'attendais pas. Et quand tu dis ça, par exemple pour le local commercial où ça te paraît finalement un peu plus complexe que ça pouvait y paraître au départ, c'est quoi? C'est parce que c'est une relation plus commerciale et donc avec des règles du jeu un peu plus strictes et avec des enjeux aussi plus importants pour le preneur du bail, ou pourquoi au quotidien tu sembles dire que c'est éventuellement plus complexe qu'un simple bail? Ben, un local commercial, par exemple, en fait, faut arriver à analyser qui va mettre son business parce que c'est déjà que c'est une relation indirecte. Bah, j'ai un locataire, il a des revenus, vous pouvez le voir, vous avez une fiche de salaire et puis avec des documents, vous arrivez à comprendre si voilà, le locataire vous semble bien ou pas bien. Un local commercial, vous aurez beau, et ça c'est des choses qui me sont arrivées personnellement, des personnes qui sont très bien, je veux dire, mais très bien, très honnêtes, qui ont la motivation, qui ont l'envie de réussir, etc., qui ont leur business. Et en fait, malheureusement, le business ne fonctionne pas comme il aurait dû fonctionner. Mais en fait, c'est peut-être indépendant de la personne finalement. Donc, il y a une notion de business, de comprendre le business de l'autre pour savoir si effectivement, bah, ça va perdurer 1 an, 2 ans, 10 ans dans le local. Et souvent, c'est très compliqué. Surtout que, alors moi, j'ai des locaux commerciaux qui sont des magasins, des choses comme ça. Donc après, j'aurais pu échanger, j'aurais pu les transformer en bureau ou faire je pourrais faire d'autres choses, hein. Mais pour l'instant, je les laisse en magasin. Donc c'est de se dire, voilà, est-ce que le business de cette personne-là va fonctionner indépendamment du fait que la personne est réglo et a l'air d'être très pro. C'est ça les complexités, je trouve. Et alors cette diversité d'investissement, parking, immeuble de rapport, etc., elle est liée à quoi? Simplement à l'opportunité, ou est-ce que tu as voulu volontairement, comme tu le disais tout à l'heure, diversifier pour pas mettre tes œufs dans le même panier, ou c'était un intérêt intellectuel de se dire tiens, j'ai envie de voir finalement tous ces types d'exploitation. Qu'est-ce qui t'a amené à avoir une diversité aussi importante sur tes investissements? Alors il y a deux choses. Il y a deux choses dans ça. La première, c'est effectivement c'est le côté intellectuel. C'est que j'ai envie de découvrir, j'aime apprendre. Donc effectivement dans mon parcours d'investisseur, j'aime aller là où effectivement bah il y a des choses à apprendre que je n'ai pas encore faites. Ça me stimule énormément. Donc ça c'est un des premiers points. Deuxième point effectivement, c'est si je me place plus en tant que business, même si on est dans l'immobilier et qu'on dit effectivement on fait du financier, de l'immobilier, on fait d'autres choses pour diversifier son patrimoine global. Bah, au sein de l'immobilier, pareil, c'est un conseil que je donne, c'est bah, diversifiez-vous. Et donc dedans, il y a plein de choses. Alors là, moi, je suis spécialisé dans l'ancien. Il y a même d'autres types de produits immobiliers, mais dans l'ancien, oui, tu l'as dit Alexandre, il y a du parking, il y a de la coloc, il y a du studio, il y a de la location nue, il y a de l'immeuble de rapport, du local commercial. Voilà, il y a plein de choses. Je donne un exemple, c'est que quand on a eu le Covid et des personnes qui étaient focus sur la location courte durée, faut dire qu'il y en a plus d'une qui a mis la clé sous la porte. En plus, avec les montages qu'ils faisaient, etc. Derrière, on va pas les détailler, mais en fait, ça met à mal, ça peut mettre à mal un business. La colocation et choses comme ça, c'est pareil. Il faut faire attention. Faut bien choisir ses villes, mais quand vous choisissez des villes où vous êtes sûr de louer en colocation, bah en fait, du coup, c'est effectivement, moins vous avez de risques, moins les performances sont intéressantes, donc moins vous pouvez arriver à des projets qui sont type à l'équilibre. Donc, si on veut aller effectivement chercher des villes qui sont plus intéressantes, bah il faut aller sur, je pense, la diversification, parce que si une colocation peut moins bien marcher, à un moment donné, bah vous avez toujours d'autres choses qui peuvent qui fonctionnent. Ouais. Et puis j'aurais tendance peut-être à compléter ce que tu dis par le fait qu'en effet c'est peut-être encore plus vrai quand on fait de la colocation ou de la location saisonnière, parce que ça reste des domaines dans lesquels on a l'impression que les choses peuvent évoluer assez vite en termes de même législation au niveau des loyers ou même sur le droit de louer en courte durée. Ce qui fait que c'est vrai que si on compte vraiment que là-dessus, bon, le risque est un peu plus fort qu'un d'autres types d'exploitation à l'année plus classique, quoi. Oui, il y a ça, il y a tout l'aspect effectivement législatif qui évolue en permanence. Tu l'évoques sur tout ce qui est courte durée. Il y a on a des plafonnements de loyer, l'encadrement des loyers dans certaines villes. Donc il y a aussi, bah, je prends exemple des colocations où il y a certaines copros qui modifient les règlements pour justement interdire les colocations, parce que c'était la grande mode il y a quelques temps. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut bien regarder, et faut être très flexible en fait sur quand on a un investissement, sur se dire attention, si le plan ne marche plus, est-ce que j'ai un plan B? Ça c'est important d'avoir ça en tête.
Et alors, avec tout ce que tu as tenté, est-ce qu'il reste encore des modes d'exploitation que tu aurais envie d'essayer et que tu n'as pas encore eu l'occasion d'essayer, ou tu as déjà fait un grand tour d'horizon? Alors, alors moi, il m'en reste un, c'est le bureau. J'ai étudié, mais avec notre contexte actuel et puis, je dirais les évolutions dans la façon de penser, de travailler, je dirais que voilà, si je remonte 4 ans auparavant, j'aurais peut-être fait d'investissement, je dirais classique en bureau. Là aujourd'hui, je me pose la question effectivement, est-ce que à mon niveau, parce qu'encore une fois, je suis pas encore une foncière qui, je passe des immeubles entiers de bureaux en plein Paris, mais je me pose la question effectivement, comment aborder ce sujet du bureau et de l'investissement je dirais dans le bureau. Ouais, je comprends. On peut s'interroger en effet, vu la façon dont on travaille désormais post-Covid, ça peut un peu changer la donne. Toutes ces acquisitions, tu les as faites essentiellement comment? En nom propre, en SCI, d'autres en société commerciale? J'ai commencé en nom propre avec effectivement les régimes fiscaux qu'on connaît, avec du LMNP pour faire des optimisations fiscales qui sont d'ailleurs très intéressantes. J'en ai fait aussi en location nue en nom propre. Et puis une fois après que j'ai mangé ma capacité en fait d'investir en nom propre, je suis parti effectivement sur monter faire des investissements avec des structures plus ou moins complexes. Là, celles qu'on connaît, qu'on entend souvent, il y a la SCI qui est intéressant. Alors je dis toujours, la SCI c'est pas le Graal dans l'immobilier. J'ai aujourd'hui avec Inveo, on rencontre beaucoup d'investisseurs, de particuliers qui souhaitent investir et qui tout de suite abordent le sujet. Alors à la SCI, voilà, je voudrais faire un SCI, etc. Alors ils ont aucun investissement, qui démarrent. Souvent, on s'aperçoit que c'est pas forcément utile. Donc j'ai monté en SCI, j'en ai monté avec d'autres structures type SRL et les SRL de famille. Là, je suis sur un gros projet actuellement, vraiment de construction pour le coup. Donc ça c'est pareil, c'est effectivement on l'intègre via une société. En fait c'est encore une fois la façon dont on va utiliser j'appelle ça des outils pour investir. Le premier qu'on a, c'est nous, c'est le nom propre. Et puis après, en fait, au fur et à mesure voilà, si ça, ça vient à bloquer, si on s'aperçoit que pour certaines règles, parce que le LMNP, il y a des règles à respecter. Donc, si ça devient moins intéressant de le faire en nom propre LMNP, effectivement, il faut aller switcher sur une autre structure. Comme je dis, vous avez une étagère devant vous, vous avez un marteau à tournevis, il faut savoir ce qu'est le marteau, ce qu'est le tournevis, et si vous essayez d'aller visser une vis avec le marteau, ça marchera pas. Donc j'en déduis qu'en effet, ce qui t'a permis d'aller aussi loin, vu ton jeune âge, c'est de savoir manier ces outils et puis de savoir s'associer à partir du moment où toi, sans doute, en termes de capacité d'endettement, seul, ça aurait bloqué dans les banques. Le fait de pouvoir s'associer en société, que ce soit SCI ou autre, ça permet d'aller voir un peu plus loin que ce qu'on aurait pu faire seul, quoi. Exactement. C'est exactement ça. C'est qu'à un moment donné, tout seul, on peut, je dirais peut-être par la force des choses, on peut plus y arriver. Et puis et pareil, tout seul, je dirais on avance peut-être vite, mais souvent à plusieurs, on va, je trouve, beaucoup plus loin. Donc c'est pas hésiter, voilà, à encore avoir cet esprit business et en fait de pouvoir entraîner, embarquer avec soi des personnes qui peut-être voudraient investir mais n'osent pas le faire toutes seules aussi ou qui ont une capacité et puis qu'en fait attendent la personne qui ose y aller. Donc tout ça c'est des choses aussi effectivement qui sont à réfléchir et investir à plusieurs c'est des fois c'est très intéressant et ça peut débloquer des situations. Et alors, tous tes investissements, tu les as fait de manière assez localisée en région parisienne ou t'as fait ça de manière plus large au niveau national, voire plus? Bon, j'ai commencé là où j'habitais donc je suis en Île-de-France. J'ai commencé dans Paris, puis effectivement après je suis sorti de Paris pour en faire un peu donc en Île-de-France. Alors des fois pas forcément très près de là où je suis. Alors j'avais commencé à Paris d'ailleurs, je recommencerai peut-être pas cette façon de faire, c'est qu'en fait je pensais à l'époque que Paris c'était voilà, c'est là où il y avait les meilleurs investissements où on pouvait pas se foirer et en fait je m'aperçois en connaissant maintenant le marché français de manière très précise qu'il y a plein d'autres endroits qui sont intéressants. Donc j'ai commencé voilà Paris Île-de-France et puis après je suis parti en d'autres villes de province justement pour aller faire là où ça se prêtait bien de la colocation, dans d'autres villes peut-être un peu plus petites d'immeubles de rapport, la location touristique dans certaines autres. C'est comme ça que que je suis parti. Il faut pas hésiter à bouger. Quand on fait l'investissement, faut pas hésiter à prendre le train ou la voiture
pour aller visiter les villes. Et puis c'est toujours intéressant parce qu'en plus ça permet de découvrir des lieux on ne saurait peut-être pas aller si on n'avait pas investi. Donc t'as joint l'utile à l'agréable, quoi. Bah c'est ça exactement. C'est exactement ça. Je pense que ouais, faut toujours trouver un côté ludique à ce qu'on fait, que ce soit dans notre travail du quotidien ou dans des initiatives qu'on prend telles que l'investissement. Et alors, c'est ton expérience justement sur tes propres investissements qui t'a fait te dire que c'était sans doute une bonne idée de créer ta propre entreprise dans le domaine. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus, puis voir maintenant ce que justement ta structure que tu as créée, je crois il y a 1 an et demi maintenant, permet de proposer dans le cadre de l'investissement clé en main, investissement locatif clé en main. Bah ouais, oui, c'est vrai qu'effectivement, je suis passé je dirais une étape supérieure où maintenant, au lieu de faire, enfin, je dirais, au lieu de le faire que pour moi, ce que je souhaite faire maintenant, c'est l'en faire profiter d'autres investisseurs. Et, euh, et en fait, cette idée-là m'est venue quand j'ai commencé à investir. Je me dis quand je bossais en conseil, hein, j'avais des camarades autour de moi qui avaient les mêmes conditions, je dirais, d'investissement que moi, c'est-à-dire en termes de temps, en termes de pouvoir d'achat et en termes de connaissances, en tout cas de potentiel à acquérir de la connaissance, je dirais. Bon, voilà, on était tous égalité. Et c'est vrai que plusieurs années après, quand on se revoit, au fur et à mesure que j'avançais, on discutait, je voyais que j'avançais alors relativement vite, mais ça c'est encore une fois c'est une question d'ambition personnelle. Et puis surtout ce que je voyais c'était qu'autour de moi ça n'y allait pas finalement. Et donc je me suis posé je me suis posé des questions de savoir pourquoi ces personnes n'y allaient pas. Donc c'est ce qu'on a vu au début, hein. C'est vrai, c'est tout simplement cette peur de se lancer, finalement ce manque de temps où je m'y mets pendant une semaine et puis après j'arrête parce qu'en fait j'ai le quotidien qui reprend le dessus. Donc voilà, tous ces points. Des fois même le sentiment de se dire j'ai pas les moyens d'investir. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent maintenant. Alors qu'en fait, nous, on structure ce qu'on appelle nos profils d'investisseurs chez Inveo, en fait, on s'aperçoit que les personnes ont des pouvoirs d'investissement beaucoup plus importants qu'ils ne l'avaient en tête. Donc voilà, c'est en regardant tout ça que je me suis dit, en fait, comment aider ces personnes-là à pouvoir investir. Et des raisons, en fait, que j'ai retrouvées chez tout le monde, en tout cas, une des problématiques et la raison pour laquelle on a monté Inveo et la façon dont on l'a monté, c'est cette notion de, OK, si je me fais aider, faut vous m'aidiez sur tout. Je veux pas que vous m'aidiez uniquement sur une partie, enfin, ça va très bien, mais non, je veux avoir cet aspect global, donc cet aspect clé en main. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai ressorti de tous les échanges que j'ai pu avoir avec les gens qui étaient autour de moi, plus ou moins proches, hein. C'est vraiment cette notion-là. Et en fait, dans cette notion de clé en main, et c'est comme ça qu'on a fondé Inveo, comme tu dis, qu'on a lancé le business il y a 1 an et demi. C'était du clé en main, mais c'était vraiment, j'irais, de réapporter la notion de clé en main. J'ai regardé aussi, effectivement, il y a d'autres entreprises hein, qui proposent de l'investissement clé en main, qui se disent en fait clé en main, mais on s'aperçoit à chaque fois qu'il y a toujours un trou dans la raquette, que toujours l'investisseur va être livré à lui-même à un moment donné pour faire des choix qui sont essentiels, que ça soit des fois dans le choix peut-être de l'appartement, hein, quand on voit des marketplaces où on a devant nous 200, 300 appartements comme ça, avec voilà, selon eux des indicateurs qui sont tous aussi fous les uns que les autres. En fait, on sait pas quoi choisir. On a beaucoup de remarques comme ça quand on parle justement avec des investisseurs. Et puis ça peut être dans des choses qui sont très très basiques, hein, mais les négociations de prix. Si moi demain je dis à un investisseur, tiens, on a cet appartement-là à temps, en fait une négociation, on verra ce qui adviendra. Encore une fois, l'investisseur, il sait pas ce qu'il faut négocier. Donc voilà, tous ces petits points-là, en fait, c'est vraiment dans le clé en main, c'est d'apporter cet accompagnement vraiment de A à Z. C'est comme ça qu'on a fondé Inveo. Et donc là, quand tu parles d'accompagnement, ça veut dire que là, un investisseur, enfin quelqu'un qui souhaiterait investir, vient vous voir en disant voilà, j'ai un projet d'investissement, vous l'aidez à déterminer sa zone éventuellement la plus appropriée pour faire son investissement. Vous trouvez également un bien, vous faites la négo, voilà, jusqu'où vous allez exactement pour que ce soit clair pour tout le monde. Oui, pour que ce soit clair, effectivement, on part de la stratégie d'investissement. Donc vraiment on structure le projet d'investissement, donc on l'intègre par rapport au profil de la personne, par rapport à sa situation personnelle, hein, et puis à ses ambitions, parce que tout le monde n'a pas les mêmes ambitions, donc ça c'est hyper important de savoir où on veut aller. Donc on les aide aussi à comprendre ça. Puis après on les aide effectivement sur toutes les phases hein, essentielles du projet. Donc c'est la recherche, c'est tout ce qui va être financement, acquisition, la partie architecte, tout
ce qui va être rénovation intérieure avec le suivi du chantier, donc tout ce qui va être artisan. Ensuite, on a une phase d'ameublement si jamais effectivement on part sur des produits meublés ou type colocation, type location touristique. Et puis après, effectivement, on aide aussi à la mise en location et à la gestion locative. Donc, on va vraiment sur toute l'étendue du projet d'investissement et à aucun moment l'investisseur se retrouve seul face à lui puisqu'on a mis en place, alors chez nous, un métier qui est connu de beaucoup d'autres secteurs, qu'on appelle le chef de projet. C'est bête à dire, mais en immobilier, ça n'existe pas. Et en fait, ce chef de projet chez nous, c'est une personne. Donc, en fait, l'investisseur a bien un interlocuteur unique au sein d'Inveo. Et c'est pas Inveo qui est juste l'interlocuteur unique. C'est vraiment chez Inveo, la personne va suivre l'investisseur pendant les 6, 8 mois, ça dépend du projet, mais va suivre intégralement durant cette période-là. Et c'est ce chef de projet qui va en fait être le coordinateur, le chef d'orchestre de tout ce qui va se passer en dessous. Et donc ça, c'est très apprécié de nos investisseurs, puisqu'effectivement, l'investisseur se sent vraiment épaulé par quelqu'un qui lui-même est un expert en gestion locative. Chez Inveo, d'ailleurs, nos chefs de projet sont tous des investisseurs aussi à titre personnel. Ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est-à-dire qu'on apporte de la formation à nos collaborateurs, mais les collaborateurs ont aussi une expérience personnelle de l'immobilier, de l'investissement locatif. Et ça, c'est très important pour nous. Et la zone géographique qui est couverte aujourd'hui par IMMVO, c'est toute la France, c'est certaines villes en particulier? Effectivement, on a des outils maintenant qui nous permettent d'analyser régulièrement. Alors, on analyse un peu plus de 200 villes en France. Ça veut pas dire qu'on est dans les 200 villes en France. On a sélectionné une dizaine qui sont des villes, en fait, pour lesquelles on y voit un intérêt actuel. C'est-à-dire que souvent, il y a ce que je dis, c'est qu'il y a des villes où il faut, on est soit dans le bas de la vague, dans le milieu de la vague, dans le haut de la vague. Donc, nous, notre but, c'est de pouvoir d'emmener des investisseurs dans des villes qui sont effectivement encore à un potentiel évolutif pour eux. Ce qui fait qu'effectivement, aujourd'hui, investir dans une ville, dans 3-4 ans, cette ville ne sera peut-être plus forcément intéressante pour y investir. Mais si on a déjà fait son investissement, il sera très bon aussi. Il sera très bon. C'est-à-dire qu'il faut le revendre pour dans 3 ans, 4 ans repartir. Mais ce qu'on cherche, c'est ça. C'est par exemple des villes comme Bordeaux, choses comme ça. En fait, là, je pense qu'aujourd'hui, on est sur le haut de la vague avec une stagnation. C'est peut-être moins intéressant en ce moment d'aller investir à Bordeaux que d'aller dans des villes comme par exemple Amiens, comme Le Mans, pour ne citer qu'elles. Donc voilà, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est ce qu'on amène à notre investisseur. Et puis après, sur les villes, on a sélectionné des villes pour qu'on puisse réaliser tout type de projet. C'est parce qu'aujourd'hui, on arrive à pouvoir suivre un investisseur qui veut faire de la colocation, qui veut faire du studio, je dirais classique, qui veut faire de la courte durée, qui veut faire de l'immeuble de rapport. Donc ça, on a sélectionné aussi nos villes pour pouvoir proposer ces types de projets, tous ces types de projets. Et ça revient d'une expérience personnelle que j'ai, effectivement. Et alors, est-ce que tu peux donner quelques chiffres, parce que j'imagine que vous faites pas ça évidemment gratuitement. Quel est le modèle en fait de facturation? Comment vous procédez pour quelqu'un qui est intéressé? Vous lui facturez un accompagnement? Vous facturez quoi exactement? On a un modèle qui est assez intéressant et d'ailleurs qui est unique en France et je pense même en Europe parce que j'en ai pas vu des modèles comme ça. C'est que à la fois on est rémunéré au succès. Ça je dirais que c'est un modèle classique. Donc c'est-à-dire que si le projet va au bout, on est rémunéré. Si le projet va pas au bout, on n'est pas rémunéré, ce qui est normal parce que du coup l'investisseur n'a pas son investissement. Mais à ça on a rajouté effectivement une notion qui est la rémunération sur la performance. C'est-à-dire que plus l'investissement va être performant, plus on va avoir une rémunération effectivement chez Inveo qui va être élevée. Alors pourquoi? C'est pour deux choses. C'est pour dire que déjà on est dans le même bateau. C'est-à-dire que nous, notre but c'est d'aller vers un investissement qui est le plus performant possible pour l'investisseur. Et puis effectivement, du coup, si on a réussi à tenir le pari, ça fait qu'effectivement on a des honoraires qui sont un petit peu plus importants puisqu'on a fait réussir à gagner plus d'argent pour, je dirais en tout cas un patrimoine plus important pour l'investisseur. Ça c'est une rémunération one shot, hein. C'est pas un abonnement tous les ans, c'est vraiment une prestation unique one shot. Et on a un accompagnement pour la partie recherche, pour la partie travaux, pour la partie ameublement. L'accompagnement on est entre 6 et 8%. Alors tout dépend effectivement de performance du projet qu'on va avoir. Les travaux c'est pareil, c'est un accompagnement, c'est 8% du devis travaux. Et le pack ameublement, l'ameublement ce sont des packs en fonction de effectivement qu'est-ce qu'on va meubler, hein. Si c'est un studio, si c'est une coloc de 3-4 chambres. Le but, c'est d'être complètement transparent sur la tarification, puisque ça, c'est ce qu'on a constaté aussi souvent que dans ce genre de prestations, il y a beaucoup d'effets tiroirs. Chez nous, on a essayé de mettre quelque chose de très simple, c'est-à-dire que ce que j'ai dit là, c'est ce que vous allez retrouver à la fin.
Il y a pas, je sais pas moi, plus de 1 000 € pour mettre un architecte, plus de 1 000 € pour faire je sais pas quoi. C'est ce que je viens de dire. C'est les trois, je dirais les trois chiffres à retenir pour nos honoraires. Et donc, si je comprends bien, les 6-8% d'accompagnement que tu décrivais au départ, c'est ces fameux, c'est cette fameuse enveloppe qui tient compte de la performance. Vous partez d'une base qui dit, je sais pas, vous êtes sur un investissement qui va ramener 5%. Alors, je sais pas si c'était brut ou net d'ailleurs que sur la base sur laquelle vous partez. Mais en fonction de ça, au moment où vous mettez en location le bien, vous refaites le point et peut-être que finalement, le rendement est meilleur ou moins bien que ce qui avait été escompté, et c'est là que vous réajustez cette fameuse commission que vous prenez sur l'accompagnement. C'est bien ça? Oui, exactement. En fait, on fait un premier calcul théorique, puisque effectivement, quand on structure le projet, alors encore une fois, quand on structure les projets, on les structure de manière à 360 degrés. Donc, on a tous les éléments, tous les chiffres qui nous permettent d'être le plus précis possible pour donner de la visibilité à l'investisseur. Donc, ça intègre aussi nos honoraires. Nos honoraires sont inclus dans les performances du projet. Ça, je le dis parce que c'est rarement fait en général. Donc je le dis bien. Et d'ailleurs, on a fait une étude là qui est sortie la semaine dernière. Les impacts de nos honoraires sur les projets, sur les performances des projets de nos investisseurs sont en moyenne entre 0,3 et 0,5%. Donc c'est vraiment pas énorme. Et en fait, c'est aussi ça un des points fondamentaux qu'on s'était donné chez Imveo, c'est de dire c'est comment je peux pouvoir faire profiter d'un accompagnement effectivement clé en main sans que ça bousille la rentabilité, la performance du projet de l'investisseur. Donc ça c'est un pari qu'on est en train de tenir. Donc on continue sur cette belle lancée. Mais voilà, au début on fait ce premier calcul de performance, et puis effectivement à la fin du projet, quand il est mis en location, quand on a les chiffres réels, effectivement on vient refaire le calcul, on le compare avec la feuille qu'on avait effectivement au début du projet, et on réajuste les honoraires. Donc si c'est en moins bien, effectivement nos honoraires diminuent. Si c'est en mieux, nos honoraires augmentent. En général, pour peut-être rassurer, on met des marges effectivement comme tu dis de sécurité pour pas que demain ça passe du simple au double, en tout cas qu'il y ait un effet de surprise négatif pour nos investisseurs. Jusqu'à présent, on a toujours été dans les clous à quelques dizaines d'euros près. Et aujourd'hui, un investisseur qui vient vous voir, il peut s'attendre à quel niveau de rendement à peu près par rapport à ce que vous avez l'habitude de proposer? J'imagine que ça dépend forcément du mode d'exploitation. On ne parle pas de la même chose si on fait une coloc ou un bien nu, mais loué nu, mais pour avoir un ordre d'idée pour ceux que ça intéresse éventuellement. Nous, on parle toujours en rendement net chez Imveo. Et quand je parle du net, je parle vraiment du vrai net, c'est-à-dire du net avant l'imposition. Alors souvent, quand on fait les montages fiscaux, on arrive à pendant quelques années avoir 0 € d'impôt sur les revenus fonciers. Donc je dirais le net égale le net après impôt. Mais en tout cas, nous, on parle toujours en net. Donc ça, c'est un point qui est très important, puisque c'est ce qui intéresse l'investisseur, c'est ce qu'il a dans sa poche à la fin du mois. Je parlais de rendement net parce que c'est important d'associer en fait la notion de risque. Il y a 3 jauges qu'on a qui sont intimement liées. C'est la notion de risque, la notion de performance et la notion de ce qu'on appelle de simplicité de gestion. De manière générale, de la simplicité de l'investissement. C'est-à-dire que faire un investissement en location nue, on va dire que c'est relativement simple par rapport à faire un investissement en colocation ou un investissement en courte durée. Ouais. En termes de risque, par exemple, faire un studio meublé, c'est moins risqué que d'aller faire un immeuble de rapport, potentiellement. Encore une fois, je parle de manière générale. Après, il y a des subtilités, mais de manière générale. Donc tout ça, effectivement, ça prend en compte. Donc en fait, je répondrai par ça, quelle performance on peut avoir chez Imveo. Ça dépend en fait du risque qu'est prêt à prendre l'investisseur. Et ça dépend aussi de la complexité du projet dans lequel il souhaite aller. Donc nous, on est là pour l'aider et que ça soit aussi simple d'aller dans n'importe quel type de projet, mais on va pouvoir être dans des rendements, donc je parle net, je parle toujours net, entre 3, si on est vraiment sur des produits qui sont très sécurisés, en net, jusqu'à, ça peut aller à 8, 9, voire des fois 10 net, sur des produits qui sont un peu plus risqués, mais maîtriser, attention, le risque ne veut pas dire non maîtrisé. Non, je pense que ça peut aider certains à se rendre compte en effet de la fourchette assez étendue dans laquelle on peut se retrouver en faisant appel à vous. Alors justement, quelqu'un qui aimerait en savoir plus et éventuellement peut te contacter ou vous contacter, par quel canal c'est le plus approprié? On a le site internet Imveo, et puis sur le site internet, vous pouvez prendre rendez-vous. Il y a un calendrier qui permet très facilement de prendre rendez-vous avec un des experts d'investissement. Alors, des fois,
c'est aussi moi qui fait les rendez-vous. Donc peut-être que vous aurez l'occasion d'échanger directement avec moi, et ce sera avec grand plaisir. Mais le plus simple, c'est ça. Après, on a les Instagram, ça peut être aussi par mais je pense que le mieux, c'est effectivement de pouvoir s'inscrire directement via les rendez-vous en ligne du site internet. De toute façon, je mettrai le lien vers le site en description de cet épisode. Et sauf erreur, je crois que vous avez décidé de faire un petit geste pour les auditeurs de Discutons Immo qui éventuellement vous contacteraient pour travailler avec vous sur un projet d'investissement locatif. Bah oui, parce que je pense que c'est intéressant effectivement aussi, puis ça peut inciter à se lancer pour certains. Nous, on a un système de parrainage, c'est-à-dire qu'effectivement tout parrain peut parrainer des proches pour investir. Donc, le parrain, effectivement, on lui offre 300 € sous format chèque cadeau par parrainé, donc qui réalise un projet d'investissement chez Inveo. Bon, bah, là, effectivement, ce qu'on propose à tes auditeurs, c'est en fait directement de bénéficier de 300 € sans passer par la case parrainage, qui sont directement appliqués sur leur projet. C'est 300 € par projet. Ça peut représenter 10% du pack mobilier, par exemple, hein, donc c'est assez intéressant. Bon, bah super, merci pour eux. J'espère que seront nombreux à envisager de travailler avec vous. En tous les cas, on arrive à la fin de cet épisode. Jean-Baptiste, un grand merci à toi pour le temps consacré et le partage de ton expérience. C'est toujours intéressant de voir quels sont les parcours divers et variés des uns et des autres, surtout toi qui as quand même un parcours avec des investissements assez divers, que ce soit dans les parkings, l'immeuble de rapport et autres. On aurait sans doute pu faire un épisode quasiment sur chacun de ces thèmes. Malheureusement, le temps ne nous le permet pas. Mais en tout cas, grand merci à toi encore pour ta participation. Et puis, écoute, peut-être à très bientôt sur le podcast pour un autre sujet, sait-on jamais. Écoute, avec grand plaisir et à ta disposition. Et puis j'espère que tous l'échange qu'on a eu sera bénéfique pour ceux qui veulent se lancer de pouvoir démarrer. Et puis si jamais il y a des auditeurs qui ont des questions spécifiques, hein, n'hésite pas je suis vraiment grand ouvert à répondre aux questions sur des points très spécifiques. Encore une fois, si en venant de ta part de Discutons Immo, c'est avec grand plaisir, hein, parce que je répète, hein, ça sert à rien d'aller payer des formations à 2000 € le masterclass. Très bien, donc Jean-Baptiste vous fera la formation lui-même. Voilà. Je ferai pas le week-end peut-être, mais en tout cas, je pourrais vous répondre à des points qui sont tout à fait intéressants. Ok, écoute, merci beaucoup Jean-Baptiste, et puis à très bientôt. À très bientôt Alexandre. Au revoir. Salut. Et voilà, cet épisode s'achève. N'hésite pas à laisser un commentaire ou me faire part de tes questions sur ce qui s'est dit dans cet épisode. Si tu as apprécié le contenu proposé dans ce podcast, je t'invite également à me laisser un avis sur ta plateforme d'écoute, Apple Podcast ou Spotify. Non seulement cela me motivera à poursuivre la production de nouveaux contenus, mais cela aide également énormément à faire connaître ce podcast. Alors si tu penses que ce podcast le mérite, à ton clavier, et je te dis à très bientôt pour le prochain épisode de Discutons Immo.